Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une deuxième petite vidéo du week-end. Hier, on a fait un point sur ce qui se passait vendredi soir, Paris, United, 2-3 autres trucs. Même expérience aujourd'hui, avec un petit débrief, les deux équipes qui m'ont le plus intéressé hier, des matchs que j'ai vus, l'OM bien sûr, large vainqueur de Brest 5-1 à l'extérieur, tellement de choses à dire sur la première officielle de cette OM de Roberto De Zerbi, et l'autre équipe très intéressante, ce Barça, là de Marc Casado, la première de Flick à Valence, il l'emporte 2-1, un doublé de Robert Lewandowski. Ça va être les deux parties majeures de notre vidéo, mais il y a bien d'autres éléments qu'on peut évoquer à la fin. Des rebondissements mercato, les autres rencontres du week-end aussi, un petit truc sur Leverkusen aussi, qui m'a bien intéressé. Mais ouais, le petit récap, c'est parti. Et l'OM déjà chaud. Alors, jusqu'où est-ce que ça va pouvoir aller cette saison? En tout cas, ça a très bien démarré. Doublé de Mason Greenwood, doublé de Luis Enrique, un but aussi pour Eli Wahi, et à la fin, la victoire 5-1 à Brest. Pas mal. C'était pas exactement le 11 qu'on imaginait. Paul Lirola titulaire, même si pas à droite, c'était à gauche, et c'était même plus dans une position avancée dans le 3-2-5, on va y revenir. Sinon, quoi, Cornelius, Balerdi, Brassier est suspendu, donc il n'était pas dispo, comme Kondogbia, si je me souviens bien, et je crois que Ismaël Koné au milieu de terrain, que j'ai vraiment hâte de voir plus, et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que ça aurait pu être Valentin Carboni peut-être sur le poste de 10, les deux étaient blessés. Donc, c'est pour ça qu'on avait Højbjerg, Quentin Merlin, Harit en 10, même si ça peut être peut-être la triplette titulaire à l'avenir. Murillo, Luis Enrique, Greenwood et donc Eli Wahi, qui n'a pas encore sa photo, dans l'axe en pointe. Sur le papier, donc, c'est ça. Sur le terrain, c'était effectivement du 3-2-5. On avait fait cette vidéo à l'époque, il y a quelques jours, mon avis sur l'OM 2024-2025. On se penchait un petit peu sur l'effectif, à quoi cette équipe pouvait ressembler. Et on avait eu une discussion sur est-ce que ce serait du 4-4-2 en phase de construction ou du 3-2-5 classique. Je pensais que ça allait être du 4-2-2-2, mais après discussion avec vous dans les commentaires sur les matchs de prépa, bon, j'avais compris que ce serait non, plutôt le fameux 3-2-5 guardiolien, il serait encore là. Et c'était effectivement le cas, avec Højbjerg et Quentin Merlin, même si à droite, comme ça intéressant, qui formaient la paire. Balerdi, Murillo là, et il est ici Derek Cornelius en tant que troisième défenseur central, ce qui nous est un Lirola extrêmement haut en position de cinquième offensif, voilà, pourvoyeur de largeur sur la gauche. Les deux intérieurs, Luis Enrique et Amin Harit, avec bien sûr Eli Wahi en point, donc Harit là, Luis Enrique là, et sur la largeur droite, Mason Greenwood. Donc ça c'était l'OM en phase de construction. Quand ça démarrait plus bas, comme ici avec Rouli, ce qu'on voyait, c'était quelque chose qui ressemble un peu plus au 4-2-4, disons 4-2-2-3. Pourquoi est-ce qu'il y a 11 joueurs dans ce système? Parce que Rouli fait partie un petit peu de la première ligne de 4. Je me souviens, on a regardé des analyses de Zerbi à Brighton, lui qui parlait de son système. Il disait, j'ai toujours envie d'être une ligne de 4. Commencer en relançant avec une ligne de 4. Bah effectivement, là, oui, mais avec le gardien. Et donc, on retrouve ce carré très important sur la phase de relance avec la paire le tandem du milieu de terrain, Højbjerg-Merlin, là, Merlin-Højbjerg ici, mais aussi les intérieurs, donc, les offensifs intérieurs, qui redescendent d'une ligne par rapport à la ligne de 5 qui vont former sur des phases un petit peu plus hautes. Donc voilà, c'est juste une manière de montrer comment en phase de construction, le 3-2-5, 3, 2, 5 se déforme un petit peu, avec des intérieurs qui décrochent beaucoup plus, et le gardien qui s'insère à l'intérieur de cette ligne de 3 pour faire une supériorité numérique. Et donc, c'était assez difficile à presser pour Brest, et tout de suite, 3e minute de jeu, l'OM marque le premier but, avec une séquence, quand j'ai vu ça, j'ai regardé le match en direct. Et je vois ça et je fais waouh. Là, on tient vraiment quelque chose. Le De Zerbi Ball, oui, il est arrivé, parce que ce décrochage-là de Luis Enrique qui se recentre un petit peu plus à l'intérieur du jeu comme ça, pour bénéficier de cet intervalle entre les deux Brestois et pour être trouvé par le jeu au pied de Rouli. Les Brestois savent pas comment y répondre, il est libre, sa petite déviation magnifique pour Harit, et bah là c'est quasiment du 4 contre 3. Ces deux Brestois vont être battus, et on est 3 contre 3, en tout cas sur cette ligne-là, avec la supériorité numérique que vient apporter Harit. En une passe de Rouli,
et une petite déviation de Luis Enrique, la structure basse de l'OM a permis de générer cette attaque, qui n'est pas une contre-attaque. Et d'ailleurs, bon, j'en parle dans quelques minutes, mais c'est pas une contre-attaque, c'est juste une attaque rapide. Et c'est ce que De Zerbi dit quand on l'écoute en interview. Il dit j'ai envie que mes attaques ressemblent à des contre-attaques. Mais c'est pas des contre-attaques, c'est juste parce qu'il n'y a pas eu une récupération 5 secondes avant ou quoi que ce soit. Mais c'est juste du jeu positionnel qui part de très très bas. Et une fois que la première ligne est battue, hop, la projection se fait avec tellement de vitesse et avec tellement de danger parce que t'as 3 offensifs qui partent pleine balle, qui sont lancés par Harit. Derrière, ça accélère. Et Greenwood, là, a montré toute sa qualité. Je crois que c'est face à Amavi. Conduite de balle pied gauche. Il le dépose. Et finit pied droit. On a vu toute l'ambidextrée de Greenwood, dont on parlait justement dans cette vidéo. On disait, ouais, il tire les pénaltys pied droit. Il tire les corners pied droit. Il a une super frappe pied droit. Pourtant, sa conduite est pied gauche. Il est aussi capable de déclencher pied gauche avec tellement de puissance. C'est un vrai joueur. Hein. C'est un vrai offensif ambidextre. Et sur cette action, il le montre. Et je vois la réaction de De Zerbi derrière. Bon, pas trop d'émotion sur ce premier but. Sur le deuxième, beaucoup plus. Mais sur ce premier but, tranquille. Pourtant, franchement, l'action, elle est sublime. Et tu sens que tu as chopé un sacré crack aussi avec Greenwood, qui est capable de faire de ce premier décalage un but magnifique et très prometteur. Le deuxième but, il vient de cette action. Ok, là, ça part d'une vraie perte de balle. Dégagement, ça revient dans les pieds d'Harit. Ce que j'aime bien, c'est sur cette action, le passeur décisif et le buteur, regardez où ils sont au départ de l'action. Ce qui montre que l'OM, je trouve, suit bien ses mouvements rapides. Les offensifs marseillais suivent bien ses mouvements rapides. Luis Enrique, qui va les conclure à la fin, il est ici, quoi. Au moment où Mason Greenwood pénètre dans la surface. Donc, ok, il est là. Pareil pour Harit qui arrive en trailer. Superbe petite déviation, elle est magnifique si vous l'avez vu. Et le but de ces vidéos, c'est pas de faire un résumé juste avec des screenshots, donc on va même pas parler de tous les buts ou quoi, mais juste les trucs qui m'ont interpellé et qui sont porteurs de sens pour la suite. Ça va être pareil sur le match du Barça, voilà, je précise les règles du jeu entre guillemets. Voilà, petite déviation, magnifique, 2-0, superbe action. Et sur le live que j'étais en train de regarder, je sais que Christophe Joss, il dit 2 contre-attaques, 2 buts pour Marseille. Et c'est l'impression qui est donnée, mais le premier but, c'est pas du tout une contre-attaque, c'est juste que avec des supériorités et une structure super intéressante sur la première phase, tu peux attaquer tellement vite que ça ressemble à un contre, ça ressemble à une transition offensive, mais ça l'est pas. Ce deuxième but, oui, mais le premier, non. Autre chose que j'ai envie de noter dans ce premier match, parce que c'était quand même assez, je pense, pour les supporters marseillais, assez rassurant, et ça te rend optimiste, le super match de Geronimo Rulli dans les buts. Il a sorti plein de parades. Ah, bien sûr, ce penalty, c'est le tournant du match à 1-0. Magnifique. Mais ouais, top Rulli et aussi sur le jeu au pied. Donc ouais, ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour Marseille qui a vu un super match de Amin Harit. Alors que s'il y avait des rumeurs sur son départ potentiel, est-ce qu'avec l'arrivée de Valentin Carboni, est-ce que De Zerbi allait vraiment compter sur lui? Est-ce qu'il a un avenir sur ce rôle de 10 à Marseille? Franchement, dur de s'en séparer, dur de vouloir le vendre après un tel match. Il a été magnifique, il y a 2 passes décisives, 8,1 de notes sur WhoScored, mais aussi 2 dribbles réussis. Ouais, juste énorme partie d'Amin Harit, impliqué dans quasiment tous les bons mouvements. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour Marseille aussi. Bien sûr, je vais dire Greenwood, parce que lui, il est vraiment impliqué sur les 5 buts. Il provoque le penalty là, le 5e, il marque les 2 des 3 premiers, il provoque un autre penalty, et ça c'est sur le 4e. La récupération de Balerdi, qui a fait un top match aussi, j'ai trouvé. Vraiment, Cornelius un peu inquiétant, mais Balerdi vraiment pas mal. Et après, je dis Cornelius inquiétant, mais disons, pour une première, c'est peut-être pas ce que t'attendais, la faute dans la surface, etc. Mais Balerdi, par contre, vraiment bien. Et sa qualité de pied, là, je crois qu'il est aussi le joueur du match, tout court. Balerdi qui a réussi le plus de dribbles, 3. Amin Harit le 2e. Et son ouverture, là, pour Greenwood, centre, c'est repoussé dans les pieds de Luis Enrique, qui marque un doublé, mais c'était aussi pour montrer à quel point Greenwood encore impliqué dans un but, impliqué dans tous les buts. Et la capacité de Marseille à se projeter vite comme ça, que ce soit sur du jeu positionnel qui part de bas ou sur des contre-attaques, très intéressant. Très intéressant face à ce qui est une bonne équipe, qui faisait pas le pire match non plus en première période, mais qui s'est juste décomposé face à la qualité de la percussion marseillaise.
Un autre truc qui m'a intéressé, c'est sur ce penalty, ça c'est le but du 3-0, marqué par Greenwood. C'est la réaction de... J'aime bien lire un petit peu sur les visages, le non-verbal et juste le body language, le fameux quoi. Et j'ai vu un Eli Wahi vraiment dégoûté de ne pas tirer le penalty. On le voit là, il y a tout de suite Balerdi qui vient le voir, le capitaine, en mode bon, tranquille, le petit massage des épaules, machin. Je vois aussi la posture de Wahi sur le penalty de Greenwood. Il bouge pas, il cherche même pas à aller jouer un potentiel rebond, il est vraiment dégoûté. Il va féliciter vite fait, genre, mais il part tout de suite. Et Greenwood a plusieurs mots envers lui, il lui dit relève le menton, genre keep your chin up. Pourquoi cette attitude, tu sais, tranquille. Et, et donc, ouais, premier petit signe de tension peut-être entre les deux recrues, qui va avoir les pénaltys, ouais, il voulait tirer celui-là, etc. Et du coup, je trouve très bonne nouvelle que à la fin de match, quand Greenwood provoque le penalty du 5e but, tout de suite, on voit pas s'il le donne à Wahi, mais je pense que sa réaction et juste la vibe générale, je crois que oui, mais je peux pas le dire avec certitude, mais je dirais qu'il lui a donné. En plus derrière, il va aller le voir, le grand sourire, tous les deux le grand sourire, il lui fait voilà, il se congratule. Donc ouais, ça c'est une histoire qui aurait pu un peu mal tourner, mais qui tourne bien à la fin. Aussi parce que Greenwood a lui-même tout seul provoqué un penalty qu'ensuite il va offrir. Donc ouais, je pense un bon développement dans cette histoire. Les bonnes nouvelles aussi pour Marseille dans ce match, l'entrée d'Enzo Sternal, ça c'est intéressant. Rongier aussi qui revenait d'une longue blessure à la rotule, donc lui il va être remis, ça va être encore une possibilité au milieu. Et Kylian Abdallah aussi entré, donc les petits jeunes, Sternal, Abdallah, trop cool pour eux, du temps de jeu. Cet OM est très prometteur, on a parlé bien sûr de cet effectif longuement dans la dernière vidéo. Tellement de petits gars, ouais, c'est juste beaucoup de talent. Et en défense aussi, j'ai hâte de voir plus de Brassier combiné à Balerdi. Apparemment, Babou Meite fait pas partie des plans de De Zerbi, de ce que ça disait, etc. Et ça, c'est un peu décevant. Mais ouais, franchement, il y a de la qualité sur toutes les lignes. Et peut-être encore une arrivée, vu qu'à un moment, ça parlait de Moukoko et Wahi. Que aussi, malheureusement, ça c'est la mauvaise nouvelle de la soirée, Faris Moumbania s'est blessé, mais très gravement. Et tout de suite, il se tient le genou droit en tombant et est sorti sur civière. J'ai pas vu les dernières infos, mais ça sent pas bon. Donc il va sans doute falloir recruter en avant-centre. Encore plus maintenant avec la blessure de Moumbania, alors que c'était déjà envisagé, je crois, à Marseille. Mais ouais, dans l'ensemble, juste top match. Peut-être que Bean s'enflamme un peu quand même sur l'OM, un prétendant sérieux au titre dès la première journée, tranquille. Quand même une équipe qui sort d'une 8e place saison passée. Une des pires saisons du club au 21e siècle. Il va falloir y aller progressivement, mais ouais, top entraîneur. Je reviens toujours pas du fait qu'ils aient réussi à l'attirer, c'est extraordinaire. Mercato ambitieux. Et une équipe qui joue pas mal, alors que plusieurs de ses, pour moi, top joueurs, genre Ismaël Koné, qu'on n'a pas encore vu, voilà, étaient même pas présents. Donc ça démarre bien pour Marseille. J'ai aussi envie un petit peu de calmer le jeu sur des phrases comme ça, parce que ce match contre Brest, il tourne bien aussi. T'as un penalty au bout de 6-7 minutes, si tu le prends, c'est peut-être pas la même chose. Marseille marque 5 buts, avec 7 tirs. 5 tirs cadrés, 5 buts, le perfect. Donc voilà, peut-être il ne faut pas trop s'enflammer non plus sur le score. Mais réussir à faire ça à Francis Leblay, face à un club qui va jouer la Champions, qui sort d'une super saison, et juste avec une démonstration de force et des principes de jeu de qualité, même si De Zerbi l'a dit, la première mi-temps a beaucoup de choses à corriger, il y a encore des pertes de balles qui sont problématiques, etc. Pour un début, bah ouais, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc ouais, moi comme je l'ai dit dans la vidéo, j'espère quand même Ami Marseille, qu'on va vous battre dans 4 journées. 22 septembre, c'est dans à peine un mois au LOM, mais vous avez une très belle équipe. Et votre match pour l'instant était de grande facture, donc ça donne envie de regarder la suite dès dimanche prochain contre Reims au Vélodrome, la première de De Zerbi au Vélodrome, en tout cas sur un match officiel. Voilà pour l'Olympique de Marseille. La deuxième chose que j'avais envie de regarder, c'était la première d'Hansi Flick, la vraie, à Valence. Le Barça a remporté son premier match de Liga 2-1 grâce à un doublé de Robert Lewandowski, donc bien pour lui. Et donc Hansi Flick, ça démarre plutôt pas mal. Il y avait
De quoi être un peu inquiet peut-être, après avoir perdu 3-0 contre Monaco quand même, le trophée Gamper, ça avait laissé des traces, même mentales, c'était vraiment pas rassurant. Mais ouais, cette première, elle s'est bien passée, cette jeunesse catalane, elle a montré des choses super intéressantes. Le 11, on va le montrer ici. Il y avait effectivement les deux petits gars dont on avait beaucoup discuté en pré-saison, Marc Casado et Marc Bernal, les deux jeunes, là, dans le double pivot. Sinon, Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, 4 offensifs, donc, dans quelle position? On va regarder ça tout de suite. La paire de centraux, Inigo Martinez, Pau Cubarsí, sinon Koundé, Baldé et Ter Stegen. Donc ça, c'était le 11 du Barça. Les entrants, on a eu un peu de Pedri, Christensen, Pau Victor, Eric Garcia et Gérard Martin. Sur le système, j'ai regardé le match ce matin. Intéressant parce qu'au début, je me dis, waouh, finalement, plus le 3-2-5, ça va être vraiment un 4-3-3 avec Casado beaucoup plus haut que Bernal. Pas le double pivot, mais un vrai 4-3-3 où on voit Bernal en sentinelle entre les deux centraux Inigo Martinez et Cubarsí. Rafinha, milieu droit, intérieur droit, entre Yamal et Lewandowski ici. Et Ferran Torres qui prend la largeur. Baldé qui reste voilà, sur une ligne de 4 comme ça. Donc je me disais, ok, vrai 4-3-3. Et il y a eu plusieurs séquences comme ça début de match. Mais plus le temps a filé, plus on a vu Casado et Bernal se rapprocher. Et non, c'est redevenu effectivement le 3-2-5. Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, les trois vrais centraux. Et Baldé qui venait apporter la largeur sur la gauche. Avec du coup Ferran qui rentrait à l'intérieur. Et Rafinha. Ferran et Rafinha, les deux intérieurs aux côtés de Lewandowski. Et Yamal et Baldé qui apportent la largeur. Et donc Casado, Bernal, les deux au milieu. Voilà, on le voit encore une fois ici. Ça, c'est sur une des séquences importantes du match où voilà, ils sont comme ça. On voit les trois offensifs, Ferran, Rafinha, Lewandowski et Casado Bernal, ici le tandem. Ce qui est intéressant, c'est que cette densité axiale, quand on avait aussi des moments où Casado montait un petit peu plus haut, ou en tout cas Rafinha, Ferran, Lewandowski, les trois très très proches les uns des autres, parce qu'aucun de ces gars-là positionné sur les côtés, c'est pas un Rafinha ailier ou un Ferran ailier, et bah du coup cette densité axiale, elle était assez intéressante pour aller chercher du renversement ensuite. Quand je vois ici par exemple ce qui est fait, hop, Baldé sur la gauche comme ça, il a tellement d'espace après avoir renversé, et de la même manière, parce que t'as tous ces gars, et en plus avec la projection de Koundé après avoir donné, t'as tous ces gars qui concentrent les Valencians dans l'axe du terrain, et bah son centre, hop, il peut aller trouver au second poteau Lamine Yamal, lui aussi laissé libre. Donc l'utilisation de la largeur par ce Barça en 3-2-5, bon c'est forcément pour toute équipe en 3-2-5 c'est important, mais je pense que ouais, quand t'as Baldé, qui en plus pas de blessure, ça va aller, quand t'as Yamal, qui n'a pas fait un top match bien sûr vu le contexte, mais quand même décisif, et quand même des moments intéressants, notamment au début, une percussion, un petit geste technique et tout, bah ouais, t'as de la qualité sur la largeur et tu peux faire mal comme ça. Lewandowski finit, très très belle finition. Ça c'était pour les choses qui marchaient plutôt pas mal. Sur les choses qui sont encore à revoir, je trouvais que sur les transitions défensives, ce tandem Casado-Bernal, et c'était aussi quelque chose qu'on avait vu un petit peu sur les matchs de prépa, il y a des moments où ça peut souffrir. Quand il se fait trancher comme ça, quand ils sont un peu trop éloignés l'un de l'autre, parce que même s'ils forment un tandem, un double pivot, souvent Casado est quand même plus haut que Bernal. C'est genre, c'est pas 2, 6, l'un exactement à côté de l'autre, c'est un peu à 6, 8. Et quand ils sont un peu trop éloignés, sur les transitions défensives, comme ça, là, ça peut être dangereux. Et j'ai vu Valence, en première mi-temps, notamment, souvent réussir à se projeter avec beaucoup de vitesse. Et ça a rappelé un peu les mauvaises heures du Barça, avec le Busquets déclinant, qui avait du mal à se protéger sur les transitions défensives. C'est forcément un petit truc, un truc à surveiller. Donc, ouais, des choses comme ça. Et des choses comme celle-ci, où la paire Cubarsí-Inigo Martinez, avec Baldé aussi, cette défense sur la protection de surface, c'est pas hyper rassurant. Et quand on compare, bien sûr, à leur ennemi madrilène, dont on a analysé le match contre l'Atalanta l'autre jour, sur la protection de surface, Ferland Mendy, Militao, Rudiger, Carvajal, c'est autre chose. C'est Courtois dans les buts aussi, même si Ter Stegen n'a pas fait un mauvais match, loin de là. Là, il y a encore des manques. Et avec les blessures d'Araujo, Christensen qui n'était pas là, bah, il est entré en cours de jeu. C'est Inigo Martinez, pas un top match.
Et la paire Cubarsí-Inigo Martinez, petit doute là-dessus. Donc je sais pas, c'est une des zones de fébrilité du Barça. Et là, sur ce but, donc le premier but du match, Hugo Duro, ouais, c'est pas top. Mais sinon, on va parler des autres choses positives. Casado, super match. Franchement, au milieu de terrain, lui, avec ballon, dur de lui prendre. Et même si sa première mi-temps est pas excellente, en seconde, il a vachement monté en régime, fin de match. Mais même en première, j'ai vu des trucs pas mal là. Ouais, honnêtement, Casado Bernal, c'est pour des petits gamins, des petits jeunes, c'est très perfectible, mais c'est pertinent, je trouve, dans l'idée de cette saison, avoir des backups intéressants auxquels donner des minutes. Moi, en gros, quand je vois ce 3-2-5 là, avec Casado Bernal en double pivot, et Rafinha, Ferran Torres qui étaient les intérieurs, je me dis, donc ça c'était un peu le Barça d'hier, avec Baldé et Yamal comme ça sur la largeur, Lewandowski en pointe. Et bah, je me dis que c'est pas mal d'avoir finalement autant d'options de 10 entre guillemets. Si ça va vraiment être du 3-2-5, je me dis, Ferran, demain, tu le fais sortir quand il y a retour d'Olmo, retour de Gundo, et Rafinha, ça devient pour moi le backup de Yamal. Quand t'as retour de Pedri, retour de Fermin Lopez, 4 gars qui n'étaient pas titulaires, qui n'étaient pas disponibles hier. Gundo, apparemment, blessure à la tête contre Monaco, même si attention, il y a des petites rumeurs de départ, mais on verra ce que ça donne. Fermin Lopez qui est encore en vacances, retour des JO. Pedri, donc, qui est revenu, qui a joué quelques minutes, et Olmo, ça dit manque de rythme, n'a pas pu s'entraîner encore, mais il y a quand même un petit doute sur est-ce que financièrement le Barça est capable pour l'instant de l'enregistrer. Donc parfois ça ressemble à une petite explication diplomatique de Hansi Flick. Mais en tout cas, tout ça pour dire que sur ce 3-2-5, et on n'a même pas mis Gavi encore pour l'instant, parce que ouais, il va pas revenir de sitôt. Mais même si on ajoute Gavi, c'est pas mal d'avoir autant d'options, je trouve, de 10, entre guillemets, d'intérieur. Et ouais, je pense dans un monde parfait, tu mets ton Olmo Pedri, on va dire en quart de finale de Champions, et Olmo, Pedri, Yamal, Baldé, Lewandowski. Bon, sur le papier, ça fait une ligne de 3-2-5, vraiment pas mal. Et Gundo aussi, bien sûr, s'il reste. Gavi quand il reviendra. Fermin Lopez, moi que j'aime bien, que j'ai envie de voir plus. Mais ouais, ça je dirais c'est à peu près à quoi ça ressemble là-dessus. Et du coup, sur la paire, bah, Casado Bernal, très intéressant. J'imagine plutôt dans des rôles de backup quand Frenkie reviendra, s'il reste effectivement, mais je pense qu'il va rester. Et peut-être Christensen aussi, peut-être est-ce qu'un Eric Garcia peut jouer un petit peu dans cette position. Et ouais, je pense que c'est à peu près, j'imagine, qu'Ansu Fati va partir. Il y a Vitor Roque, la question se pose, mais avec Pau Victor, je pense que les trois là, de toute manière c'est pour la position de 9 là. Même si Pau Victor peut jouer dans d'autres rôles par exemple, mais j'imagine c'est plutôt ça. Vitor Roque, tu peux aussi le mettre sur le côté. Mais pour l'instant, je dirais ça. Et il y a Pablo Torre, je ne sais pas ce que le Barça compte faire de lui, qui aurait clairement vocation à être parmi ces... Mais bon, on voit qu'il y a beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de monde pour 2 postes ici. Mais voilà, tout ça pour dire, souvent on a parlé de ce Barça de Flick, je trouve, en 4-2-3-1. D'ailleurs, on le voit là, par exemple, Google, quand ils font le système, ils font un 4-2-3-1. Et si tu dis vraiment 4-2-3-1, tu dis, ah, mais du coup, il y a la place que pour un 10. Du coup, c'est un petit peu trop d'avoir tous ces joueurs-là qui sont en gros des milieux offensifs axiaux. Mais non, on voit sur le terrain qu'il y a la place pour 2 titulaires là-dessus. Il y en a vraiment 2. Est-ce qu'on peut remettre les images? Hop. Voilà. C'était la place de Ferran hier et de Rafinha hier. Il y en a vraiment 2 aux côtés de Lewandowski qui ont vocation à être dans ce rôle-là. Mais sinon, voilà, qu'est-ce que je disais? Casado sur son activité avec ballon aussi sans. La contre-pression, on le voit très agressif là. Alors quand ça marche pas, ça peut donner lieu aux transitions qu'on a vu Valence réussir. Mais par contre, son activité, il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, ouais, beau joueur que le capitaine du Barça B, de l'Athletic, de la saison passée, il me semble. Beau petit joueur que le Barça a sur les mains, avec Bernal aussi. C'est sympa. Et Lamine Yamal, donc évidemment, qui vit période difficile, mais qui a été bien encensé par Flick derrière. Le management de ces jeunes-là, je trouve il est bon. Et dans l'ensemble, je trouve ça très intéressant aussi. Donc on va voir sur les prochains matchs. Mais il y a un match contre l'Athletic qui arrive prochaine journée qui va être costaud. On va voir ce que le Barça continue de faire de son mercato aussi. J'ai vu que Michael Faye, de plus en plus proche de Rennes peut-être. Et l'anglais, normalement, il avait trouvé un accord pour l'Atlético. Je ne sais pas quand il va partir. Ça pourrait même peut-être être en transfert définitif.
Mais si le Barça continue à bien avancer sur son mercato, que financièrement ça se dégoupille et tu peux enregistrer tout le monde, et peut-être de quoi faire une acquisition supplémentaire, ça commence de plus en plus à ressembler à quelque chose de pertinent, exactement comme ce qu'on disait dans notre vidéo là il y a 2-3 semaines, grâce à ta jeunesse, grâce à ta Masia renaissante. Ça aussi, ça donne envie d'être suivi. C'est une belle petite équipe, je trouve, qui est en train de se développer, même s'il y a encore beaucoup de travail pour Flick. Mais pour une première, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Et enfin donc, un petit peu de bonus. De quoi est-ce qu'on peut parler? Je crois que j'ai d'abord Leverkusen, qu'il a encore fait. Incroyable. Ils étaient menés 2-1 dans le match de Supercoupe d'Allemagne chez eux. Et à la 88e, Patrick Schick, l'inévitable Patrick Schick, a égalisé de partout. Martin Terrier s'était fait exclure pour son premier match en première mi-temps. Donc Leverkusen était à 10 contre 11. Incroyable. Ils reviennent et ils remportent la séance de tir au but derrière. Pas de prolongation, direct séance de tir au but. Un truc qui m'a marqué pendant... J'ai regardé la séance de tir au but, j'ai regardé la remise du trophée. Un truc qui m'a marqué, pendant la remise du trophée, je vois Xhaka et Xabi Alonso qui sont en train de discuter, tranquilles, qui sont un petit peu à l'écart, comme ça, en pleine conversation. Et Xhaka, on le sait, on en parle depuis un moment, ça va devenir un entraîneur, c'est sûr et certain. Il est déjà en train de prendre voilà, des séances d'entraînement de D4 allemande, je crois, ça c'était la saison dernière, 5ème division allemande, c'est ça. Il fait ses gammes, il va devenir coach, et ça m'a tué de voir ça, même au moment de la célébration d'un trophée. Ouais. Il y a un vrai rapport avec Xabi Alonso, et c'est assez intéressant. J'ai vu d'ailleurs que Leverkusen avait vendu Adam Hlozek aussi, donc ça c'est fait, j'imagine peut-être avec l'arrivée de Terrier. Dommage pour lui, ça aura jamais vraiment marché à Leverkusen, alors qu'il était très très prometteur. Il avait quand même été acheté 13 millions en 2022, et donc 2 ans plus tard, il part à Hoffenheim pour 18, mais sa valeur marchande depuis a baissé. Et on verra ce que ça donne, il aura l'opportunité de montrer en Bundesliga, c'est toujours un prospect qu'on a envie de suivre, finalement il a que 22 ans, vient d'avoir 22 ans, mais ouais, Hlozek est parti. Et les derniers éléments de bonus que j'ai, c'est l'AC Milan et l'Inter, qui ont connu, qui ont vécu des physionomies un petit peu différentes, de partout pour les deux sur leur première journée de Serie A. Mais l'AC Milan, en étant mené 2-0 à la 89e, Morata réduit l'écart. Et dans le temps additionnel, hop, Okafor égalise, donc ils sont contents. L'Inter, de partout, menait 2-1 jusqu'à la 95e. Penalty 2 d'un ex-milanais, Messias, qui en 2 temps bat Sommer. Et l'Inter se fait rattraper. Mais ouais, ça c'était les petits, ce qui s'est passé en Serie A. J'ai aussi regardé à 13h30, j'ai regardé la deuxième mi-temps, donc 14h et quelques, j'ai regardé la deuxième mi-temps de Ipswich à Liverpool. Apparemment, Ipswich était pas mal en première et Liverpool pas ouf. Mais en seconde, moi, de ce que j'ai vu, je trouvais Liverpool très très fort. Alexander Arnold a été pas mal à la super passe qu'il a mis à Salah pour le but de l'ouverture du score de Jota. Salah a été top. Une passe D, un but. 9e fois qu'il marque sur le match d'ouverture de PL. C'est un record. Et 300 contributions décisives en 350 matchs. Pour Mo Salah, c'est 212 buts et 88 passes D. Il redémarre la saison très très fort. Il a l'air super affûté, sharp. Et ce Liverpool, franchement, j'ai vu de belles séquences dans la surface de réparation. Pour la première de Slot aussi. On aura l'occasion de plus en parler. Et je pense qu'on fera un focus sur eux dans pas trop longtemps. Mais ouais, ça m'intéressait bien. Et sur les autres matchs de Première Ligue, en ce moment là, il y a Brentford Crystal Palace, surtout dans quelques minutes, Chelsea City. Mais sinon, hier, j'ai vu surtout donc Brighton exploser Everton, Newcastle l'emporter contre Southampton, Aston Villa battre West Ham et Arsenal 2-0, tranquille, Saka, Havertz contre les Wolves. Donc eux aussi démarrent bien. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Content que pour Angel Gomez, ça aille mieux. Si vous avez vu les images, c'était un peu flippant là, avec Lille. Donc ça va. Cool pour lui. Et j'ai vu aussi nouveau tireur de penalty du Paris Saint-Germain. Apparemment, ce serait Vitinha, qui prend de plus en plus de cotes, de responsabilités, d'épaisseur dans cette équipe. Et franchement, c'est pour nous ravir parce que super joueur. Et c'est vrai, on a vu on connaît sa technique de frappe sensationnelle. Extérieur de surface notamment, on a vu toute la saison dernière. Donc je trouve ça relativement logique et stylé. Voilà. Belle journée encore devant nous, on la démarre un petit peu plus tard, mais donc Chelsea City ça arrive bientôt, il y a le Real ce soir, mais surtout, il y a mon Noël à 20h45,
Ça va être pas mal et il y a moyen qu'on en parle demain de ça. En tout cas, pour une vidéo sur Lyon, un focus sur Lyon, semaine pro, ouais, pour vous parler de mes petits gars. Et voilà, j'espère que ce petit récap vous aura plu, j'espère que vous passez un excellent dimanche, peut-être que vous le regardez lundi, si c'est le cas, passez une excellente semaine, et on se dit à bientôt, bisous.